Ho ho ho. Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous propose une collaboration non pas avec Sarah, mais avec Sahara de la chaîne à regarder après minuit. Salutations à tout le monde, moi c'est Sarah, merci à toi Boucassine pour cette invitation sur ta chaîne, c'est un plaisir d'être là et de travailler ensemble, et je laisse le soin à la maîtresse des lieux de commencer à nous raconter cette sordide affaire. L'affaire d'aujourd'hui traitera du massacre d'une famille entière survenue durant Noël 1929. Je vous préviens tout de suite, on n'a pas beaucoup de photos à vous présenter, mais je suis sûre que votre imagination vous permettra de revivre tous les événements avec le plus d'authenticité possible. Petite parenthèse, pour l'occasion, j'ai mis un pull de Mère Noël avec les petites boucles d'oreilles qui vont avec. Donc pour cette année, eh bien écoutez, je suis la Mère Noël et c'est avec plaisir que Sahara et moi vous distribuons ce cadeau. Donc ce que je vous propose, c'est de cesser les digressions ici et maintenant. Je vous laisse vous installer tranquillement et puis je vous dis à tout de suite maintenant, sans transition. L'histoire se déroule en 1929 aux États-Unis, plus précisément à Germantown en Caroline du Nord. La famille Lawson se compose du père, Charles, un cultivateur de tabac de 43 ans, son épouse Fanny, 37 ans, et leurs 7 enfants. Marie, 17 ans, Arthur, 16 ans, Carrie, 12 ans, Mabel, 7 ans, James, 4 ans, Raymond, 2 ans, et la petite dernière de 4 mois, Marie-Lou. Fanny a particulièrement bien travaillé. Avant de rentrer dans les événements tragiques de cette histoire, laissez-moi vous parler un peu du père de famille, Charles Lawson. Il naît en 1886 à Lawsonville, en Caroline du Nord, dans une famille composée de 11 enfants. Son père William était fermier dans un champ de tabac et à l'époque c'était un métier qui se transmettait de génération en génération. Ce que l'on sait de Charles, c'est que c'était un garçon très respectueux, très apprécié de son entourage, qui est devenu lui-même fermier comme son père. En 1911, il épouse Fanny Manring, qui a alors âgé 19 ans, et ensemble ils ont 8 enfants. Mais leur premier fils, William, décède à l'âge de 6 ans en 1920 à la suite d'une pneumonie. À l'époque, c'était pas rare que les enfants décèdent en bas âge, surtout dans les milieux ruraux, mais Charles a été particulièrement meurtri par cet épisode, puisqu'il se remettait à peine de la mort de son père, survenue l'année précédente. Peu de temps avant la mort de William, Charles et sa famille avaient quitté Lawsonville et s'étaient installés à Germantown, où vivaient déjà les 2 frères de Charles, Marion et Elijah. À cette époque, Germantown présente de meilleures opportunités de travail, et surtout, il y a des lopins de terre à bon prix. Charles a un projet. En fait, ce qu'il veut faire, c'est travailler un temps comme salarié pour un cultivateur, mettre de l'argent de côté et acheter sa propre ferme pour pouvoir cultiver lui-même son tabac. Et à force d'acharnement, il y parvient. Le travail est dur et les récoltes sont assez aléatoires, mais Charles, c'est un bosseur. Et à côté de ça, sa famille, qui ne cesse de s'agrandir, compte sur lui. Finalement, la famille Lawson allait comme toutes les familles qui habitent les terres de Germantown, simples, modestes, mais honnêtes. Les frères de Charles vivent à proximité de sa ferme, donc il sait qu'en cas de besoin, il peut compter sur eux, sur leur générosité, si la nourriture venait à manquer par exemple. Les années passent et les affaires ne s'arrangent pas. Pour Charles, il est confronté à plusieurs problèmes. Tout d'abord, sa santé se détériore. En 1928, il est blessé à la tête au travail, ce qui lui provoque très régulièrement des migraines, des insomnies et des colères assez violentes, plus violentes que d'habitude, à tel point que son fils Arthur est obligé de le maîtriser pour qu'il se calme. À l'été 1929, Fanny, elle se remet très difficilement de son accouchement, en même temps c'est le 8e, donc c'est normal. Elle a du mal à reprendre des forces, elle a du mal à s'en remettre, malgré toute l'aide que lui apporte Marie. L'ambiance à la maison, elle devient plutôt morose, malgré les jeux, malgré les rires des enfants. Les sorties se limitent à rendre visite à la famille et à se rendre à l'église dans l'espoir que les terres répondent à leurs promesses. Le frère de Charles, Marion, il remarque ces changements d'humeur. Il a comme des moments d'absence parfois. Il lui conseille donc de se rendre chez le médecin, vérifier si tout va bien, mais Charles n'a pas le temps, il doit travailler. Le krach boursier d'octobre 1929 va emporter avec lui de nombreuses économies sans distinction de classe sociale. De nombreuses entreprises font faillite et les répercussions se font sentir même jusque chez les cultivateurs de tabac. L'hiver 1929 arrive et c'est un des plus froids que la Caroline du Nord ait connu, ce qui ne laisse rien présager de bon pour les récoltes de tabac malheureusement. Mais les frères de Charles le soutiennent, ils le rassurent, ils lui disent qu'il faut être patient, que tout finira par s'arranger, il faut continuer de prier et travailler dur. À la mi-décembre, la ville de Germantown se prépare pour Noël. C'est un moment privilégié même pour les moins fortunés.
C'est l'occasion de rendre visite à sa famille, à ses amis, de partager un bon moment, un bon repas et surtout d'assister au sermon annuel qui aura lieu à l'église le 25 décembre. Et la famille Lawson ne déroge pas à la règle. Fanny veut que ses enfants aient un Noël spécial, comme les autres enfants de la ville. Elle a déjà décidé du repas qu'elle fera pour sa famille. Marie, quant à elle, préparera un bon gâteau au raisin. Une semaine avant Noël, Charles propose quelque chose d'assez inhabituel à sa famille. Il demande à sa femme et ses enfants de s'habiller pour se rendre en ville, à Winston-Salem, afin de leur acheter des vêtements tout neufs pour Noël et faire une photo de famille. Alors vous vous dites, pourquoi c'est inhabituel ? Eh bien tout simplement parce que la famille Lawson n'a pas les moyens d'assumer de telles dépenses. Il faut savoir qu'à l'époque, tirer le portrait d'une famille, ça coûtait relativement cher puisque c'était une technologie assez récente. Ça existait depuis 1863. Enfin bon, la photo a été officiellement inventée par Nicéphore Nips et ensuite la technique a été améliorée par Daguerre, je crois. Mais toujours est-il que ça restait une technologie plutôt récente. Fanny, bien sûr, elle est très contente, mais elle a conscience de la somme que ça représente. Son mari la rassure, après autant d'années de dur labeur, ils peuvent quand même s'offrir ce petit plaisir. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que son mari vient de dépenser tout l'argent qu'il leur restait. Le 25 décembre 1929, la neige recouvre Germantown. Arthur se réveille aux aurores pour aller chasser le lapin avec son cousin, c'est l'un de ses passe-temps préférés. Plus tard dans la matinée, le reste de la famille Lawson se réveille à leur tour. Fanny et Marie commencent à préparer les enfants, puis elles s'affairent en cuisine pour commencer les préparatifs du repas. Charles se rend dans la grange à tabac et pendant ce temps-là, les 4 plus jeunes enfants sont en train de jouer dans la cour avec les chiens de la famille. Ce matin-là, Marie, elle est particulièrement excitée, particulièrement contente puisque Charles Wade Hampton, le garçon dont elle est amoureuse, il va passer la récupérer en début d'après-midi pour l'emmener à l'église à la messe de Noël. Alors Arthur sera avec eux, bien sûr, même si elle aurait préféré se retrouver seule avec lui, mais la présence de son frère est nécessaire. Marie ne doit pas se retrouver seule avec un garçon. À l'époque, ça va à l'encontre du comportement d'une jeune fille bien éduquée. Mais dans le fond, c'est pas si grave. Elle mettra sa nouvelle tenue et leurs regards se croiseront de temps à autre. Pendant que la jeune fille est en train de rêvasser, perdue dans ses pensées, son frère Arthur rentre à la ferme en milieu de matinée. Il n'a plus de munitions, mais il se sent de chasser encore un peu. Il veut continuer de chasser, au moins pour apporter un lapin. Charles lui tend quelques pièces, il le renvoie en ville pour acheter des munitions. À ce moment-là, Arthur, il ne note rien de particulier, rien d'anormal dans le comportement de son père. Il est plutôt calme, il ne semble pas nerveux. Donc Arthur prend l'argent, il emprunte la route pour la ville. Et il se dit qu'en se dépêchant un peu, il pourra retourner chasser avant que Charlie Wade Hampton vienne les récupérer pour aller à la messe. Bien sûr, il se doute bien que sa sœur aurait préféré être seul avec lui, mais c'est son rôle de grand frère, donc il les accompagne, et puis Charlie c'est un bon copain. En s'éloignant, il ne se doute pas un instant du drame qui est sur le point de se dérouler. Peu après le départ d'Arthur pour la ville, Carrie et Mabel sortent de la maison pour se rendre chez leur oncle Elijah, qui vit à proximité de chez elles. Arrivées à hauteur de la grange à tabac, elles voient surgir leur père, un fusil à la main, et sans qu'elles réalisent ce qu'il est en train de se passer, il leur tire dessus. Carrie reçoit une balle à la tête et Mabel une balle dans le dos lorsqu'elle tente de fuir. Et dans la maison, ni Fanny ni Marie ne s'inquiètent des coups de feu, puisque une forêt se trouve à proximité, les hommes partent chasser le matin, donc rien d'inhabituel. Charles fracasse ensuite le crâne de ses filles avec un morceau de bois pour s'assurer qu'elles sont bien mortes. Il rentre les corps à l'intérieur de la grange, il croise leurs bras au niveau de la poitrine et dispose une pierre sous leur tête. Il récupère ensuite son second fusil et se dirige vers la maison. Au loin, il aperçoit son épouse Fanny qui vient tout juste de sortir sur le porche pour récupérer des morceaux de bois pour la cheminée. Leurs regards se croisent l'espace d'un instant. Ce qu'elle pense ou ce qu'elle dit, malheureusement, on ne le saura jamais puisqu'il la vise en plein cœur et il tire. Elle s'effondre sur le porche. Il entre à l'intérieur de la maison et là il tombe nez à nez avec Marie qui s'apprêtait à sortir de la maison, alertée par le coup de fusil qui vient de terrasser sa mère. Elle a à peine le temps de se retourner pour s'enfuir qu'il lui tire une balle dans le dos. Dans sa chute, Marie se cogne le visage contre le rebord de la cheminée sur lequel était disposée une horloge qui se brise au sol et bloque sur l'heure 13h25. La jeune Marie venait tout juste de sortir du four son gâteau au raisin. Charles s'approche du corps et il fracasse le crâne de sa fille avec la crosse de son fusil. Raymond et James, qui jouaient dans la cour arrière de la maison, se sont précipités à l'intérieur quand ils ont entendu
les tire. Ils comprennent pas exactement ce qu'il se passe, mais lorsqu'ils voient leur père, un fusil à la main et le visage déformé par la détermination, ils s'enfuient à l'étage pour se cacher. Mais Charles parvient très rapidement à les débusquer de leur cachette, et l'un après l'autre, il leur fracasse le crâne contre le sol et avec la crosse de l'un de ses fusils. Il se dirige ensuite vers le berceau de la petite Marie-Lou. Elle est complètement prostrée, paniquée par les bruits, par ce qu'il est en train de se passer. Charles lève la crosse de son fusil et lui fracasse à elle aussi le crâne. Il vient de tuer sa femme et ses 6 enfants. Les murs sont recouverts de sang et un froid glacial vient à présent de pénétrer la maison. Il rentre le corps de son épouse dans la maison, il retourne tous les cadavres sur le dos et il leur glisse un oreiller sous la tête. Il leur croise les bras au niveau de la poitrine comme il l'a fait pour Mabel et Carrie. Après s'être assuré que tout le monde est bien mort, Charles récupère ses 2 chiens qui étaient restés dans la cour et il s'enfuit en direction de la forêt. Il s'enfonce à environ 1 kilomètre et il s'immobilise près d'un arbre, il est complètement abattu et il est probablement en train de prendre conscience de ce qu'il vient de faire. Tout d'abord, les voisins, dont Elijah, le frère de Charles, ils ne s'inquiètent pas des coups de fusil ou des aboiements. On sait qu'il y a une forêt à proximité, donc ça pouvait très bien provenir d'un chasseur, mais à présent, certains d'entre eux se dirigent vers la maison de la famille Lawson pour comprendre ce qu'il se passe. En effet, les cris sont inhabituels. Les premiers à arriver et à découvrir la scène d'horreur sont Elijah et son fils Claude. Il est aux environs de 15 heures. En plus des 5 corps qui reposent dans la maison, ils découvrent ceux de Carrie et Mabel dans la grange. Leurs corps avaient laissé d'énormes traînées de sang quand ils ont été tirés à l'intérieur de la grange. Au même moment, Arthur rentre des courses, il aperçoit un attroupement devant la maison, il y a son cousin, il y a son oncle, et tout de suite, il peut lire sur leur visage que quelque chose de très grave vient de se passer. Arrivé devant le porche, Elijah l'empêche d'aller plus loin, mais dans l'embrasure de la porte, il aperçoit le pied de sa mère. Lorsqu'on lui explique ce qu'il vient de se passer, Arthur s'effondre, sa famille entière a été tuée, la maison baigne littéralement dans le sang. Peu de temps après, une voiture de police arrive sur place. Et au départ, tout le monde pense qu'un rôdeur s'est introduit dans la maison et a exécuté la famille. Mais parmi tous les corps, on ne retrouve pas celui de Charles et les 2 chiens ont disparu. Ce qu'on se dit, c'est que peut-être que Charles a pris ses chiens et s'est lancé à la poursuite du rôdeur. Est-ce que donc il n'est pas en danger lui aussi maintenant? Donc on commence à chercher, à vérifier autour de la maison, à l'orée de la forêt, mais aucune trace du patriarche. Charles, lui, il est toujours terré au même endroit avec ses chiens, il est en train de faire les 100 pas devant l'arbre qui est recouvert de neige. Il entend au loin la sirène de police, il sait, il comprend que tout le monde est à sa recherche. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne retrouve, puisque ses chiens ne cessent d'aboyer. Après quelques heures, Charles s'assied et se tire une balle dans la poitrine. Le bruit alerte immédiatement le policier, les voisins, et tout le monde se rend à l'endroit d'où provient le coup de feu. On découvre le corps de Charles gisant dans une mare de sang, et dans sa poche, le policier va trouver un papier. Sur ce papier sont griffonnés les mots suivants: « La faute de personne, mais ». Et un peu plus loin, « Le problème causera ». Des mots qui, a priori, n'ont aucun sens. Très rapidement, on comprend que c'est Charles qui a massacré sa famille. Il s'est ensuite suicidé. Ses armes correspondent aux douilles qui ont été retrouvées à proximité des corps. Mais Arthur a du mal à y croire. Il a du mal à croire qu'il n'y a jamais eu de rôdeur. Il a du mal à croire que son père, l'homme qu'il admirait, celui qui le préparait à devenir un homme, ait pu froidement et cruellement massacrer toute sa famille. L'histoire fait très rapidement le tour de toute la Caroline du Nord, tant l'affaire est effroyable, mais c'est surtout que Charles était un homme très respecté, on le voyait comme un bon père de famille, un bon époux, un bon chrétien et un acharné de travail. Le 27 décembre, Charles, sa femme Fanny et leurs 6 enfants sont enterrés dans une fosse commune à Germantown. Et cette décision de l'enterrer avec les membres de sa famille a suscité beaucoup de polémiques à l'époque, surtout du côté de la famille de Fanny, mais ils n'ont pas vraiment eu leur mot à dire. Sur la stèle de Charles, il y a été gravé un texte, on va dire, assez lyrique en anglais. Donc j'ai soumis ce texte à une amie anglophone afin qu'elle puisse me donner quelque chose d'assez poétique pour respecter l'esprit du texte original qui est en anglais. Et voilà ce que ça donnerait. Dans les années à venir et dans un monde meilleur, nous percevrons la signification de nos larmes et nous les comprendrons. Alors il faut savoir que le jour des funérailles, des milliers de personnes se déplacent pour leur rendre un dernier hommage. Parmi eux, on a bien évidemment la famille, les amis, mais c'est surtout des curieux qui se rendent sur place et qui se précipitent sur les cercueils, peut-être dans l'espoir d'apercevoir les corps et de se prendre en photo à côté. Et le nom de Charles Lawson est sur toutes les bouches en Caroline du Nord, puisque les gens ne parviennent pas à comprendre comment un si bon père de famille, qui n'était ni un marginal, ni un homme particulièrement violent,
ait pu commettre un tel crime. Certes, les finances du foyer n'étaient pas au beau fixe, mais en soi, rien d'insurmontable. Et surtout, ce qu'on veut savoir, c'est pourquoi Arthur a été épargné. Sur ce point, 2 explications sont possibles. La première serait que Charles ait éloigné Arthur compte tenu de sa corpulence, donc il craignait qu'Arthur ne le maîtrise avant qu'il n'ait pu massacrer sa famille. Et la seconde explication, ce serait qu'en fait Charles ne voulait pas éteindre définitivement sa lignée. Arthur s'est donc retrouvé orphelin à 16 ans, seul, sans le sou et endetté, puisque il doit rembourser les traites de la maison. Son oncle Marion, donc le frère de Charles, lui propose quelque chose. Il lui dit, écoute, t'as besoin d'argent. T'as besoin de beaucoup d'argent pour pouvoir payer la maison et puis avoir une possibilité d'avenir. Vu l'engouement des gens pour le meurtre de ta famille, ce que tu pourrais faire, c'est organiser des visites payantes de la ferme. En fait, depuis les meurtres, la ferme des Lawson est restée telle qu'elle, à savoir qu'elle n'a pas été nettoyée, elle est restée à l'abandon puisqu'Arthur n'y vit plus. Il vit chez l'un de ses oncles et de nombreux curieux venus des 4 coins de la Caroline du Nord se sont déplacés et sont entrés par réfraction à l'intérieur de la maison pour voir les lieux. Donc Marion lui dit, regarde, il y a de nombreuses personnes qui veulent voir la maison, il n'y a pas de raison que toi ça ne te rapporte rien. Au départ, Arthur il trouve que l'idée elle est répugnante, mais son oncle il le rassure, il lui dit, écoute, tu vas pas faire ça éternellement. De toute façon, que tu mettes en place un tarif pour visiter la ferme ou que tu ne le fasses pas, des gens vont quand même venir et visiter la maison. Donc autant que tu sois pas le seul perdant de cette histoire. Après avoir réfléchi un peu, Arthur accepte. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils construisent une clôture tout autour de la ferme pour que plus personne ne puisse y entrer comme dans un moulin. Et l'intérieur de la maison est laissé tel quel, à savoir que le sang est toujours sur le sol, tous les meubles cassés durant le massacre, et même le gâteau au raisin de Marie reste sur la table de la cuisine. Et 10 jours après le massacre, la ferme reçoit ses premiers visiteurs officiels pour l'équivalent de 3,50 €. Et ça marche extrêmement bien puisque des dizaines de milliers d'Américains se déplacent des 4 coins de la Caroline du Nord, mais même de l'extérieur d'autres États des États-Unis, pour visiter la fameuse ferme des Lawson, la ferme maudite. Eux, ce qu'ils veulent, en plus de visiter les lieux, c'est toucher les murs, toucher les sols, toucher le berceau de la petite Marie-Lou. D'autres volent des fourchettes, des peignes, pour le plaisir de posséder un objet ayant appartenu soit à l'assassin, soit à ses victimes. C'est ce que l'on appelle les murderabilia. Bon, c'est un concept que j'ai appris tout récemment, grâce à Sarah justement, celle qui m'a appris que ça existait. Devant le succès et la rentabilité de cette attraction, Marianne va proposer à Arthur de mettre aux enchères des objets ayant appartenu à leur famille. Donc parmi eux, les fusils qui ont servi au massacre. Et pendant 5 années, le business va se poursuivre, il va rapporter énormément d'argent à Arthur, l'intérêt des Américains pour cette affaire ne diminue pas. En 1931, le groupe Carolina Buddies va même leur consacrer une chanson intitulée Murder of the Lawson Family, le meurtre de la famille Lawson. Ce titre connaîtra un énorme succès à sa sortie. Et à côté de tout ça, il y a de nombreuses personnes qui continuent de s'interroger sur les raisons qui ont poussé Charles à commettre l'irréparable. Parmi les différentes théories, la piste la plus connue, c'est celle de l'inceste. Plusieurs années après le massacre, des personnes de l'entourage de la famille Lawson ont affirmé que Charles aurait eu une relation incestueuse avec sa fille Marie, il aurait agressé sexuellement sa fille sans que Fanny l'en empêche, et Marie serait tombée enceinte. Ses parents auraient ensuite fait passer cet enfant pour leur enfant à eux, donc c'est la petite Marie-Lou. Marie, elle aurait confié ce secret à sa meilleure amie de l'époque, qui s'appelle Ella Mae Johnson, et Ella, elle aurait ensuite fait part de ce secret à son tour à d'autres personnes. Selon cette théorie, Charles aurait donc tué sa famille, il aurait décidé d'assassiner toute sa famille pour échapper à la honte si ce secret venait à être découvert. D'autres personnes vont avancer la théorie de la maladie mentale, donc à la suite de son accident à la tête, Charles a eu une sorte de dérèglement, il a perdu le contrôle de ses émotions, de ses actes, et donc dans un accès de rage, il aurait tué sa famille. Après sa mort, Charles a été autopsié, et ce qu'on voulait savoir c'est est-ce qu'il présentait un traumatisme cérébral conséquent qui aurait expliqué ce qu'il a fait. Mais le médecin légiste ne découvrira rien de particulier, si ce n'est le fait qu'il constatera un sous-développement du cerveau. En gros, il avait un retard mental. Une autre théorie serait qu'en fait, ce n'est pas Charles qui a tué sa famille, c'est bien un rôdeur. Charles l'aurait donc poursuivi dans la forêt pour se venger, et il se serait suicidé par honte de ne pas avoir pu sauver ou protéger sa famille. La dernière théorie, et sans doute la moins populaire, c'est le fait que la maison des Lawson était habitée par une sorte de poltergeist.
Ce poltergeist aurait pris possession de Charles, d'où ses migraines répétées depuis l'année précédente, ses sautes d'humeur incontrôlables. Et cette théorie, elle va prendre source dans 2 faits divers qui, encore une fois, impliquent la famille Lawson. En 1930, 3 des membres de cette famille vont mourir dans des circonstances assez violentes, assez troublantes. L'un d'entre eux va mourir d'un accident de voiture et les 2 autres vont périr brûlés vifs dans leur maison. L'histoire des Lawson continue d'alimenter les pages des journaux. La famille Lawson serait une famille maudite. Arthur va rester vivre en Caroline du Nord auprès de sa famille, auprès de ce qu'il reste de sa famille. Il va devenir fermier à son tour, comme son père avant lui, et en 1937, il épouse Nina Elizabeth Bybee, avec qui il aura 4 enfants. Arthur confie à sa femme qu'il ne croit pas en la culpabilité de son père, en fait il n'y a jamais cru. D'après lui, c'est un rôdeur qui a décimé sa famille et qui a fait passer le meurtre de son père pour un suicide. Le 5 mai 1945, Arthur Lawson décède dans un accident de voiture, il n'a alors que 31 ans, et il sera à son tour enterré dans le tombeau familial. Peu de temps après sa mort, son épouse Nina déménage en Californie avec ses 4 enfants. Elle se remarie, elle épouse un militaire du nom d'Olgar Dodd, et elle décède en 1982 à l'âge de 64 ans. Elle et son époux seront enterrés ensemble à Santa Clara, en Californie. Le reste de la famille Lawson a toujours mené une vie plutôt discrète, une vie plutôt tranquille, malgré les questions des curieux, la plus courante étant pourquoi ? Le drame de la famille Lawson a une place bien particulière dans la culture populaire américaine. Un musée lui a même été consacré au 2e étage d'un immeuble à Madison. On peut y voir quelques effets personnels ayant appartenu à la famille, ainsi que des photographies. Et le propriétaire du musée se propose même de raconter l'histoire durant la visite. Une autre chanson leur a été consacrée en 1956 par les Stanley Brothers, The Story of the Lawson Family. Tout le monde en Caroline du Nord connaît l'histoire tragique de cette famille. Ils se la transmettent de génération en génération, un peu comme un héritage familial. À ce jour, les raisons qui ont poussé ce père de famille respectable à tuer sa femme et ses enfants restent un grand mystère. En plus d'emporter 7 membres de sa famille dans sa tombe, Charles y a également scellé le secret qui entoure ce terrifiant massacre de Noël 1929. Pour commencer, je dirais que la première chose qui m'a marqué sur le côté si sensationnel de cette affaire, le fait qu'on en ait parlé pendant des années, qu'on en parle encore aujourd'hui, ça vient en grande partie, je pense, du fait que ça s'est produit le jour de Noël. Ensuite, évidemment, le choc à la tête, l'accident que Charles a connu, qui aurait altéré son comportement, ses humeurs, ses émotions, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans d'autres affaires. Fred et Rosemary West, par exemple, pour ne citer qu'un exemple. Encore une fois, non pas que ça excuse ou que ça justifie ce qu'il s'est passé, mais ça reste une explication qu'on retrouve dans d'autres affaires. En ce qui concerne l'inceste, c'est une théorie à laquelle, personnellement, j'ai envie de croire, tout simplement parce que, étant donné les capacités mentales de Charles, je doute qu'il aurait pu gérer la honte que ça aurait causé si on avait découvert ce secret, surtout qu'il vivait entouré d'autres membres de sa famille. Il y a une autre théorie qui m'est venue aussi. On n'en a pas parlé dans cette vidéo, mais je pense qu'il y a sûrement des personnes qui ont pensé à ça aussi. C'est tout simplement le fait que, parfois, il y a des personnes qui vont assassiner tous les membres de leur famille, ou certains membres de leur famille, par miséricorde. On voit ça souvent avec des mères qui vont tuer leurs enfants, ne se sentant pas capables de les élever, donc par miséricorde, par pitié, pour les protéger d'un avenir incertain, d'un avenir douloureux, ils préfèrent une mort douce ou tranquille, plutôt que l'agonie de vivre sur Terre dans de mauvaises conditions. La pauvreté de la famille Lawson, le krach boursier, c'est peut-être des raisons qui vont motiver ces gestes. Et un élément particulièrement qui m'a fait penser à ça, c'est la façon dont Charles a disposé les corps. Un peu comme s'il était en train de les enterrer, un peu comme s'il leur disait au revoir et qu'il était apaisé, qu'il se sentait apaisé de les voir en repos. Si c'est bien la raison pour laquelle il les a tous tués, je pense que ça a dû l'apaiser de les voir, eux, apaisés et libérés de leur tracas sur Terre. Et pour terminer sur les murderabilia, comment dire, je comprends pas l'intérêt de porter un t-shirt à l'effigie de Ted Bundy ou Ed Kemper. Je peux comprendre la fascination qu'il y a dans le true crime. On est tous là parce qu'on est fascinés par le sujet. Sans être experte moi-même, j'ai cette approche-là psychologique ou anthropologique ou sociologique. Je veux comprendre l'humain, je veux comprendre
l'incompréhensible. Et je pense que c'est une curiosité qui est normale, qui est saine, j'espère. Sans vouloir juger personne, mais je juge un petit peu quand même. Je ne vois pas l'intérêt de collectionner ce genre d'objets. À choisir, je préférerais collectionner des timbres ou des fèves de galettes. Je reste quand même ouverte à la discussion, j'aimerais bien comprendre et je me renseignerai plus sur le sujet, sur la question et sur le pourquoi des gens collectionnent ce genre d'objets. Je sais que c'est peut-être pas exactement la même chose, mais je place ça au même niveau que les personnes qui envoient des lettres à des prisonniers, à des prisonniers notamment connus, hein, des tueurs, tout ça, des tueurs en série, et qui tombent ensuite amoureux. Alors, envoyer une lettre à un détenu, pour moi, ça peut être très intéressant, parce que pour moi, ça entre également dans la volonté de comprendre, mais de là à tomber amoureux, à se marier, tout ça, je sais pas. Je pense que ça rejoint peut-être le fait que j'ai du mal à me dire que de commettre de telles atrocités, tu vas en prison pour une période donnée, tu sors et ta dette est payée. J'ai du mal à me dire que la dette est payée quand t'as enlevé une vie. Pour moi, c'est une dette tellement énorme. Est-ce qu'on peut vraiment la repayer? Ça dépend des cas, bien sûr, chaque cas est particulier, chaque situation est unique. Mais je sais pas, je pense que j'ai tellement de compassion, d'empathie pour les victimes et pour leurs familles, j'arrive pas à me dire que la dette est payée avec quelques années de prison. Merci encore à toi, Boukassi, de m'avoir invité. Merci à vous tous de nous avoir écoutés et j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour une nouvelle affaire. Bye. Eh bien écoute Sarah, je te remercie pour ton opinion, tu t'es prêtée au jeu, parce que comme vous le savez, moi je mets ma partie opinion en fin de vidéo et elle a très gentiment accepté du coup de se réserver en fait elle aussi un petit moment à la fin pour me donner son opinion, pour vous partager son opinion. Alors pour ma part, je ne pense absolument pas que Charles Lawson ait tué sa famille pour une histoire d'inceste. J'y crois pas du tout, je pense pas non plus qu'il y ait une histoire de possession, mais je vais pas développer ce point parce que moi je suis une flippette et je parle pas de ce genre de truc. Voilà, déjà qu'il y a des bruits un peu chelous des fois chez moi, donc je vais éviter de rentrer trop dans les détails. Je pense pas non plus que ce soit l'œuvre d'un rôdeur. Je pense vraiment que Charles a tué sa famille puisqu'il avait du mal à faire face aux créances. Il se sentait acculé par les dettes, par le manque d'argent, par peut-être aussi, il se sentait peut-être humilié. Il se disait, mais j'ai quitté ma ville, je me suis installée ici, j'ai acheté ma propre ferme et au final ça marche pas aussi bien que je l'espérais. Peut-être également que sa blessure à la tête a joué, genre ça l'a rendu plus fatigué, plus nerveux, je ne sais pas, mais en tout cas, selon moi, le vrai point, c'est l'argent. Il a tué sa famille par rapport à ça. Ce serait pas le seul. Là déjà de mémoire, j'en ai deux à vous citer, Jean-Claude Roman et Dupont de Ligonnès, qui ont fait exactement la même chose. Eux ne se sont pas suicidés, à l'inverse... pour Dupont de Ligonnès, on ne le sait pas, mais en tout cas, Jean-Claude Roman, lui, ne s'est pas suicidé. Je pense qu'à la base, Charles Lawson, comme ça, là, à chaud, je pense pas qu'il se disait je vais me suicider après les avoir tués. Moi, je pense que ce genre de personnes, bon, déjà, c'est des gens lâches, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Il les a tués parce qu'il se voyait pas assumer le fait que sa famille soit endettée, mais il pensait pas se suicider. Charles Lawson, s'il l'a fait, c'est parce qu'il savait qu'il y avait la police qui le recherchait, que tout le monde le recherchait, les voisins le recherchaient, donc c'est pour ça qu'il s'est suicidé. Mais s'il avait eu la possibilité de s'enfuir, mais croyez-moi qu'il ne serait jamais suicidé, il serait parti ailleurs jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Mais voilà, ça c'était mon opinion. N'hésitez pas vous à me laisser en barre des commentaires vos avis, vos opinions. Encore une fois, et je le répète et je ne cesserai de le répéter, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Je lis tous vos commentaires, rassurez-vous, même si je ne réponds pas, que je ne like pas, en fait je lis tous vos commentaires. Certains me font sourire, d'autres me font réfléchir. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de voir en fait que vous interagissez, que vous avez une opinion, que vous avez pu vous construire une opinion en tout cas. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là, puisque je dois aller visionner Fantagaro. La dernière fois, c'était le 10e royaume. Ce soir, c'est Fantagaro. Et j'assume mes goûts kitsch. Mais moi, je suis une meuf archi kitsch, je vous dis la vérité. J'aime tout ce qui est kitsch et vintage. Donc ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.